Bonjour à tous. Merci d'être là, tous. Ça fait plaisir de vous voir tous, les patriotes, en Provence, comme ça, avec ce beau temps. Donc, je suis économiste et je suis souverainiste. Vous me dites si vous m'entendez pas, hein, si vous avez un problème pour m'entendre. Plus fort. Ok. Donc, on va travailler sur pourquoi la France doit absolument sortir de l'Union européenne. Alors, on va voir que c'est multidimensionnel. Je ne vais pas parler que d'économie. Il y a aussi les problèmes d'écologie, de flux d'immigration, de démocratie, de civilisation. Tous les sujets, en fait, sont aujourd'hui liés à l'Union européenne. Alors, je vais commencer par le rapport de force en France entre les souverainistes qui veulent sortir. Donc, les gens souverainistes, ça veut dire sortir de l'Union européenne, hein. On est entièrement souverainiste et on sort de l'Union européenne, on récupère la souveraineté pour la France, ou on ne l'est pas. On ne peut pas être à moitié souverainiste comme on ne peut pas être à moitié enceinte. C'est exactement la même chose. Donc, le rapport de force, c'est quoi? C'est intéressant, on a eu un sondage qui est sorti de Kantar il y a, je crois, 2-3 semaines, sur le problème de la sortie de l'Union européenne. Donc, les résultats sont les suivants. 31% des Français veulent sortir de l'Union européenne, donc c'est quand même énorme. 54% sont contre et 15% sont position. Donc, disent, on ne sait pas, sans opinion. Donc, on a 36% de ceux qui se prononcent qui veulent sortir de l'Union européenne. Donc, c'est quand même un score gigantesque. Et en plus, c'est un score d'autant plus énorme qui révèle une volonté profonde qui est tue, qui est écrasée par les médias, comme le disait Valérie, qu'en fait, aucun grand parti qui a micro ouvert dans les médias ne défend cette position. Et malgré tout, on est à 36%. D'ailleurs, de façon assez amusante, 36%, c'était le score que faisait 3 mois ou 6 mois avant le référendum de 2005, le vote du référendum de 2005, les gens qui étaient contre le traité constitutionnel européen, donc contre l'Union européenne telle qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, juste de dévoiler le monstre qui est l'Union européenne aux Français par un discours dans les médias, ça a suffi de faire monter de 35 à 55 à ce moment-là. Vous voyez, donc rien n'est perdu, bien au contraire. Et alors, ce qui est très intéressant, et ça, il faut le voir, et ça ne m'étonne pas, c'est les résultats du sondage, mais c'est ce qu'on voit quand on discute avec des gens du RN et de Reconquête. Je ne parle pas des pontes, mais je parle des militants sur le terrain, des gens qui votent pour eux. En fait, la moitié des gens, 50% des gens qui veulent voter Reconquête ou le RN, sont pour la sortie de l'Union européenne. Donc, quelque part, ils sont trahis par leurs représentants qui disent non. 40% de LFI aussi, encore aujourd'hui, sont pour la sortie de l'Union européenne. Donc, c'est des chiffres, franchement, très importants. Je vais vous rappeler les scores, d'ailleurs, de Marine Le Pen en 2017 et 2021. Pourquoi? Parce qu'on va réfléchir. Est-ce que c'était intelligent pour Marine Le Pen d'arrêter, de dire on ne sort pas de l'Union européenne? Alors, je peux vous dire, moi, j'étais au cœur du logiciel. Hein, faisais partie des 8 qui étaient sur le plateau de TF1 pendant que Marine faisait son débat catastrophique de premier tour, parce qu'elle n'avait pas bossé, face à Macron, alors que toutes les fiches étaient prêtes, hein, c'est celles qu'elle avait sur le bureau. Hein. Voilà, c'est comme une mauvaise élève, en fait, elle ne les avait pas lues, donc elle les a amenées en se disant, je pourrais peut-être les regarder pendant l'examen, quoi. C'était exactement ça. Donc Marine Le Pen, à ce moment-là, elle défendait la sortie de l'Union européenne, on défendait très clairement un référendum sur l'Union européenne, et elle était à 21% dans les sondages. Sachant qu'en plus, la campagne qu'on avait faite n'était pas très bonne. Moi, j'étais au carré de la campagne. Il n'y avait pas d'organisation. Bon, il paraît que c'était mieux que Trump, d'après les gens de la BBC. Mais Trump était peut-être plus brillant que nous. Et en tout cas, il n'y avait pas d'organisation. On avait fait une mauvaise élection. Et surtout, il y avait Mélenchon, n'oublions pas. Mélenchon qui avait dit plan A, plan B. Donc Mélenchon qui nous a piqué plein de gens à Marine Le Pen, parce qu'il faut savoir que les souverainistes, c'est des gens de droite et de gauche. Hein. Contrairement au délire de l'union des droites, il y a au moins autant de gens qui viennent de la gauche qui votent pour les partis souverainistes en général, et le RN à cette époque-là, moi c'est ce que je voyais, que de gens de droite. Elle était à 21%. En 2022, après 5 ans de Macron, donc 5 ans de tabassage, hein, au propre et au figuré, eh bien, elle est à 23% à peine. Donc ça n'a pas donné grand-chose. Les sondages de deuxième tour avant le débat catastrophique, c'était 41-42% en 2017. Qu'est-ce qu'elle fait comme score en 2022? 42%. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée d'avoir abandonné ça. Bon, je ne vais pas le révéler pourquoi ça a été fait, mais c'est des histoires vraiment politicardes pour lesquelles la souveraineté nationale a été abandonnée.
Alors c'est vrai qu'on n'a aucun grand parti politique qui se bat pour le Frexit, très clairement, pour la sortie de l'Union européenne. Et alors, les raisons, si vous voulez, je connais bien le système, je vais vous dire. Les raisons, c'est que déjà, vous êtes beaucoup plus invité par les médias. Marine Le Pen est 4 fois plus invitée par les médias, avec les mêmes scores, qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Donc déjà, beaucoup plus d'invitations. Et surtout, dites-vous bien que quand quelqu'un passe sur CNews, c'est 200 000 personnes. Quand quelqu'un passe sur France Inter le matin, je n'ai pas les chiffres, mais c'est plusieurs millions de personnes. Donc ce n'est pas le même ordre de grandeur. Et puis, il y a autre chose de très important. C'est que non seulement vous êtes peu invité, mais quand vous êtes invité, vous avez une agressivité du journaliste, avec des questions qui sont envoyées des flèches de tous bords, ce qui fait que ça vous présente en tant que politique sur la défensive, dans un contexte d'agressivité, et c'est dur de gagner des points, évidemment, et de nouveaux électeurs dans ces conditions. Donc ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles a été abandonnée la sortie de l'Union européenne. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de programme. Vous voyez bien que le programme des gens qui n'ont pas de la souveraineté, qui ne veulent pas retrouver la souveraineté, il n'y a pas de programme. Marine Le Pen a pas piqué dans les caisses de l'État pour faire baisser la TVA sur certains produits, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est un peu court pour redresser l'économie française. On en conviendra tous. Et puis le problème, c'est que quand vous mettez le petit doigt dans l'Union européenne, ce qu'a fait le Front National en 2017, vous voyez qu'à la fin, vous avez le bras, l'avant-bras, et à la fin, c'est le corps entier qui passe, quoi. Et ça, on le voit très bien, et donc c'est problématique. Autre chose, c'est la position inverse qu'ont pris les souverainistes, c'est-à-dire, comme Florian Philippot, c'est de dire, on aura un énorme avantage, on peut avoir un vrai programme sur l'agriculture, sujet ô combien important, sur l'économie, sur le social, sur l'écologie, sur l'immigration, et un programme crédible et sensé, avec les deux inconvénients, passage télé et intervieweurs qui sont généralement agressifs. Puis attention, il faut beaucoup plus de travail quand vous luttez contre le système pour dire quelles sont vos propositions que quand vous êtes avec le système et il suffit de faire un robinet d'eau chaude. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, imaginons que Marine Le Pen ou qu'un autre arrive au pouvoir, n'importe qui arrive au pouvoir, mais n'ait pas la volonté de souveraineté nationale qui a été affichée dans le discours. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oui, mais Marine Le Pen, Éric Zemmour, ils veulent sortir de l'Union européenne, ils font un bras de fer. Alors la problématique, c'est comment ils vont faire pour dire à leurs électeurs, en fait, on ne peut rien faire. On vous a trompé pendant 5 ans, on ne peut rien faire. On peut pas donc on vous a dit qu'il fallait surtout pas sortir de l'Union européenne. Et puis d'un coup, on va vous dire, ah oui, non, mais il faut en sortir. Vous comprenez bien que ça va être extrêmement délicat. Sans compter que, on en parlera plus tard, le fait de ne pas avoir la monnaie, de ne pas avoir d'euros, de ne pas avoir la maîtrise de la monnaie, pose des problèmes réels et des solutions majeures. Alors, je vais commencer par aborder le problème économique de façon, je vais embrosser tous les problématiques de l'Union européenne. L'Union européenne, il faut voir que c'est le trou noir de la croissance mondiale. Alors, un petit chiffre qui veut dire des choses, mais qui n'est pas parfait, c'est le PIB en dollars de l'Union européenne et des États-Unis. 500 millions d'habitants des deux côtés, pour l'Union européenne, 370, je crois, pour les États-Unis. Bien, on avait le même PIB des deux côtés, en 2008. 16 ans plus tard, le PIB de l'Union européenne, c'est grosso modo la moitié du PIB des États-Unis, en dollars. Bon, il y a des biais, parce que c'est en dollars et c'est pas en parité de pouvoir d'achat, mais ça montre qu'il y a un problème grave. Moi, je travaille les courbes économiques, et ce que je regarde, la croissance depuis 2017, ça, on vous le dit jamais à la télé, parce que de toute façon, vous savez comment on vous ment dans tous les médias. La croissance de l'Allemagne, c'est 0,2% par an en moyenne. 0,2. On approche de la croissance zéro. Et encore, si la vraie inflation était comptée, qui est décomptée du PIB à la fin, on serait, en fait, la réalité est peut-être négative même. Parce que la mesure de l'inflation, vous l'avez remarqué, ne semble pas tout à fait juste. Elle a été beaucoup modifiée avec le temps. En France, alors en Italie, on est à 0,6, en France à 0,7, en Espagne, qui a du retard, à 1%, il rattrape un peu le retard, et aux États-Unis à 2,3. Donc il n'y a pas de croissance, c'est le trou noir de la croissance mondiale. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce problème majeur de croissance, en fait, qui est un problème massif dans une économie de marché? Parce que toutes les erreurs de politique économique ont été faites depuis 30 ou 40 ans. Et en plus, non seulement ils ont fait les erreurs, mais ils ont continué, ils ont persévéré. En fait, on a le libre-échange vers les pays à bas salaire, comme la Chine, qui a délocalisé l'industrie. Je prends la Chine, mais parce que c'est l'exemple le plus prégnant. On a l'absence de protection de la production nationale. Je vous donne un exemple. On a une industrie automobile qui est fondamentale en Europe. C'est un très gros employeur et c'est surtout le cœur de l'écosystème industriel. Parce que derrière, il y a les fondeurs, il y a les plasturgistes, les électroniciens, il y a tout derrière. Eh bien, la zone européenne, c'est la seule zone au monde où la Commission européenne a dit, non, vous faites des subventions de plusieurs milliers d'euros, 5 000 euros, 6 000 euros par voiture, mais on va les donner aux voitures chinoises aussi, aux voitures américaines, aux voitures européennes. Alors dans toutes les autres zones du monde, en Chine, ils les réservent aux Chinois,
aux États-Unis, aux Américains. Et évidemment, le risque de submersion par les voitures chinoises est considérable, notamment sur l'électrique. Autre chose, commande publique non réservée. Toutes les zones du monde, la commande publique est réservée. Par exemple, je vois M. Meunier, hein, les pistolets, on pourrait reconstruire des munitions et des pistolets français. C'est pas compliqué de faire ça. Il y a des industriels qui sont prêts à le faire pour l'armée, mais je suis sûr pour la police. Et la commande publique pour la police serait le bon moyen de recommencer à avoir une industrie dans ce secteur. Et c'est la seule zone au monde où c'est pas le cas. Quatrième point, le made in. Alors ça, c'est le truc le fabriqué en. Il faut bien comprendre qu'à part sur les fruits et légumes où ça a été imposé, il y a un ou deux petits trucs. L'Union européenne interdit explicitement que la France puisse dire « Bon, maintenant, on veut que les consommateurs sachent d'où viennent les produits ». D'ailleurs, vous avez quand même remarqué, hein, je ne vous pipote pas, quand vous voyez les choses, les étiquettes de l'espace, huile d'olive fabriquée dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne. Bon, effectivement, elles sont fabriquées sur notre planète, on est rassuré. Mais vous voyez bien comment on se moque de vous. Et l'Union européenne l'interdit explicitement dans ses lois. Alors que, ok, on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment tous, mais on est beaucoup prêts à faire un effort sur un produit français par rapport à un produit chinois ou un produit même laiton tunisien, à payer 10% de plus pour favoriser nos producteurs. Mais vous ne le savez même pas. C'est même pas écrit correctement. Alors qu'il suffirait de mettre un petit drapeau de couleur française voilà, pour le produit français. Et puis s'il est fabriqué dans 10 pays à la fois, montrer qu'il y a 10 pays. Et si la boîte ne sait pas où c'est fabriqué, on mettra fabriqué en point d'interrogation. Ce qui ne donnera pas envie aux consommateurs. Donc on a aussi, en notre problème économique, j'en ai pas parlé de 4, mais on a aussi des normes et des directives proliférantes. On a l'obligation, parce que en fait, on a des politiques traites qui vous disent oui, la France met des normes partout, mais c'est l'Union européenne qui est l'empire des normes. D'ailleurs, ce n'est qu'un empire juridique et de normes. L'obligation des pneus de neige dans 40 départements. Vous savez que dans 40 départements français, maintenant, vous êtes obligé d'avoir des pneus de neige l'hiver, donc de changer vos pneus, d'avoir 2 paires de pneus, etc., même si vous habitez dans la plaine. Pourquoi ? Parce que c'est l'Union européenne qui l'a imposé dans une directive. La directive, Fabrice Baudin a eu raison sur les motards. L'obligation de contrôle technique qui va poser un problème. Hein. Vos gamins, ils vont devoir faire des contrôles techniques. S'ils ont des petites motos, ça va être quand même compliqué. En plus, les motos, c'est quand même beaucoup moins dangereux pour les autres que les voitures. Eh bien, cette obligation de contrôle technique, c'est l'Union européenne. Et c'est le Conseil d'État qui a dit à la France, récemment, vous pouvez le regarder sur Google, en fait, la France n'a pas suivi la directive de l'Union européenne sur le contrôle technique moto parce que le gouvernement savait que ça allait mettre tout le monde très en colère. Eh bien, vous êtes quand même obligé de le faire parce que vous devez respecter le droit européen. Voilà. C'est le Conseil d'État qui l'a imposé à l'État récemment. On est obligé aussi, par une directive, de détruire, si ça continue, le système de pompiers volontaires, bon, qui est important en plus dans des régions comme ça, et qui est un système qui est vraiment bien parce que c'est beaucoup moins coûteux pour la collectivité, et puis ça crée de la cohésion régionale, nationale, quoi, donc beaucoup plus intéressant. Et il y a une directive qui l'interdit. Et il y a aussi une directive, parce que là on est chez les bureaucrates totalement crétins, qui oblige de respecter les 35 heures dans l'armée. Donc en fait, les types, ils vont se battre, et puis après, bah non, je pars des tranchées, parce que là, j'ai fait mes 35 heures. On est vraiment chez les fous. Et ça pose des problèmes majeurs, parce que ça prolifère, c'est embêtant, mais c'est aussi extrêmement coûteux, quoi. Et discuter entre vous, moi, j'arrête pas d'avoir des anecdotes de gens qui me disent, je peux pas faire ça, parce qu'en fait, les normes sont tellement chères que ça m'empêche de le faire. Et ça devient vraie problématique pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Donc l'industrie, à cause de ça, elle s'abîme dans tous les pays. Il faut bien comprendre qu'elle s'abîme maintenant au cœur de la puissance industrielle européenne et presque mondiale, qui est l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Union européenne, à force de conneries, a fini par faire baisser depuis 2017 de 15% la production industrielle allemande. Et ce n'est pas que l'énergie, hein. Ça débute avant, 15%. Donc c'est l'Allemagne qui se désindustrialise le plus. L'Italie, c'est à moins 7, la France, c'est à moins 5, et depuis la même période, l'Espagne, c'est à moins 2,5. Donc on voit que toutes ces erreurs qui se rajoutent à de nouvelles erreurs, parce que ces gens ont une imagination débordante. Vous avez vu qu'ils ont quand même réussi à dire on va se passer d'un tiers de notre approvisionnement en énergie, c'est-à-dire l'approvisionnement russe, ou l'acheter beaucoup plus cher en passant par l'Inde. Et tout ça, ça a des coûts gigantesques qui continuent à faire désindustrialiser. Là, c'est les verres Duralex qui sont menacés, qui sont encore une fois en faillite à cause de ça, puisque c'est des boîtes énergivores. Et puis, c'est le marché européen de l'électricité, qui là fait qu'on produit à 6 centimes d'euros le kilowattheure et on vendait avant à 12
et bien avec les mêmes coûts de production, maintenant on vend à 25 chez vous. Donc ça vous pose à tous, hein, je crois qu'on fait tous gaffe à l'électricité, et ça pose des problèmes à tous vos commerçants et à toutes les entreprises. Et là, les boîtes partent de l'Union européenne à cause de ça, parce que c'est un phénomène massif, majeur de leurs coûts. Puis il y a une autre chose qui est plus sournoise, qu'on voit moins, mais c'est la financiarisation qui a permis l'Union européenne. Avant la France de Gaulle jusqu'à Pompidou, tout était très bien réglé. En fait, le pouvoir financier, l'État savait très bien que c'était une façon pour les riches de s'enrichir et les pauvres ne pouvaient pas bénéficier de la financiarisation pour s'enrichir. Donc en fait, on euthanasiait un peu les gens qui étaient des purs rentiers. C'était ça, la recette des 30 Glorieuses, et on favorisait le travail. Or, aujourd'hui, la financiarisation, elle est poussée à bout par l'Union européenne qui détient par la BCE la possibilité de faire des lois et de réglementer les banques. Et en fait, c'est une préférence derrière la financiarisation, c'est une préférence pour le court terme et la rentabilité très forte au détriment du long terme et de la croissance, donc pour l'entreprise, mais donc in extenso pour l'ensemble du système. Et ça pose des problèmes. D'ailleurs, bon, je dirais juste un mot, hein, quand vous voyez que Boeing, à cause de sa financiarisation, n'arrive plus à faire des avions qui volent, l'entreprise la plus prestigieuse de l'aviation et la plus ancienne, vous comprenez que ça pose un problème. Mais tout ça est réglementable. Je veux dire, je ne vais pas en parler des solutions, on en parlera peut-être dans les questions. Tout ça est très simple à réglementer. Donc l'industrie, c'est ce qui crée de la richesse dans le pays, c'est ça qui permet les gains de productivité. Chaque personne fabrique plus de voitures et c'est pour ça que chacun est payé. Même le coiffeur est très bien payé en France par rapport au Ghana. C'est pas parce qu'il produit, il coupe les cheveux plus vite, c'est parce qu'il bénéficie des gains de productivité de l'industrie en France. On a aussi le problème de l'agriculture, j'en dirais juste 2 mots parce qu'on en a beaucoup parlé. Le libre-échange, évidemment, quasiment avec l'ensemble de la planète, à part la Russie et les États-Unis, je crois qu'il y a des accords de libre-échange avec tout le monde, très particuliers, avec des droits de douane quasiment nuls. La concurrence déloyale qui est voulue par l'Union européenne, qui est vraiment complètement incroyable. C'est un rapport du Sénat qui dit que 25% des produits agricoles vendus en France ne respectent pas les normes. Ceux qui viennent de l'étranger, hors de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les normes, donc ils sont dangereux pour les consommateurs, mais en plus, c'est une concurrence déloyale. Et c'est organisé au sein de l'Union européenne, je ne vais pas développer, mais c'est organisé comme ça. Ils acceptent cette concurrence déloyale, puisque ça fait 20 ans que ça dure, c'est bien que c'est une volonté de leur part. Ils ont réussi quand même, ces champions, à détruire un des piliers de la France, quoi, vraiment qui est dans un sale état. Et sur le déficit et le budget, qui est un truc très compliqué, je le comprends très bien pourquoi. Dites-vous bien que le problème de la croissance qu'on a quasiment zéro, il finit toujours par se retrouver à la fin dans le déficit budgétaire. Là, on est à 5,5%. Ça fait 30 ans qu'il y a de moins en moins de croissance, 30 ans que le déficit budgétaire augmente. Et là, on est quand même dans la cote d'alerte et le risque important, si ça continue, de poser des problèmes absolument considérables. Et Macron, il a quand même réussi, vous le savez, à augmenter la dette publique de 1 000 milliards d'euros sur 5 ans, ce qui est quand même assez fou pour quelqu'un qui était normalement un Mozart de la finance. C'était ça, quoi. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce déficit public, en fait, les finances de l'État n'arrivent plus à payer les charges de la nation, qui sont les retraites, la santé, la police, tout ce que vous voulez. Et il n'arrive plus à masquer les problèmes. Parce qu'en fait, en créant de la croissance artificielle, parce qu'il faut comprendre que les gouvernements, imaginez vous êtes aux manettes de l'État, si vous balancez 20 milliards d'euros de plus de déficit public, je vais caricaturer, en les donnant aux fonctionnaires, ou en les donnant à des entreprises, ou en les donnant à d'autres Français, eh bien, immédiatement, ça va revenir dans le circuit économique, l'argent que vous leur donnez. Et donc, ça va produire de l'activité dans les entreprises et du PIB, avec même un effet multiplicateur. Donc, il faut bien comprendre que ça a permis, ces déficits publics, ils ont permis de masquer l'absence de croissance. Macron en a abusé, et malgré ces déficits publics, il n'y a pas de croissance. C'est là où on a un problème majeur. Et dernière chose, comme le disait Fabrice Bonin, le coût de rester dans l'Union européenne, c'est 12 milliards d'euros ou 13 milliards pour la contribution nette de la France chaque année. C'est les 20 milliards d'euros sur les 100 milliards que l'Union européenne a donné à l'Ukraine. C'est 20 milliards d'euros la part de la France. Et puis, alors qu'il n'y a pas d'argent pour personne, ni les agriculteurs, et puis c'est le coût des normes européennes qui est évalué à 20 ou 40 milliards d'euros. Donc le coût de l'Union européenne, c'est vrai qu'il est gigantesque et qu'il commence à être très très cher. Alors la recette des européistes, c'est quoi? Après avoir planté l'économie française et européenne, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, on va vous demander toujours plus de sacrifices. Donc sur la santé publique, vous allez payer des franchises, des tickets modérateurs, un hôpital qui ne fonctionne plus, un reste à charge de plus en plus important. Ça va être sur la retraite. On va vous dire, voilà, la retraite, c'est plus à 60, mais à 62. Non, c'est pas 62, c'est 64. Et dans le reste de l'Union européenne, c'est 66 en moyenne.
c'est les chômeurs qui sont pris pour des boucs émissaires et dont les allocations, bah, c'était 2 ans à 60%. Maintenant, c'est de plus en plus bas et de plus en plus court. Et puis, c'est la précarisation généralisée, puisque Macron, il a créé 1,2 million d'emplois d'auto-entrepreneurs. Au demi-SMIC, c'est des gens qui travaillent, qui essayent de bosser à temps plein et qui gagnent 600 € par mois. Ça, c'est les stats de l'INSEE. Et tout ça, si vous voulez, ça finit par baisser, peser à la baisse sur les salaires, en plus des flux d'immigration qui arrivent et qui pèsent à la baisse sur les salaires. Donc, c'est une paupérisation générale qui est, en fait, leur marque de fabrique. Donc, Emmanuel Todt avait bien vu, il disait que l'économie française, en fait, c'est une économie, une sorte de modèle aztèque, quoi. C'est-à-dire qu'on vous demande, c'est un modèle sacrificiel. Un modèle qui ne repose pas sur la rationalité et la raison, et où on vous demande, on sacrifie les chômeurs au dieu marché au libre-échange, il y en a quand même 6 millions à Pôle emploi, on sacrifie l'industrie et l'agriculture française aux dieux euro et à la construction européenne, et tout est comme ça. Vraiment, c'est un modèle sacrificiel aztèque. Et les gens disent, oui, il faut qu'on paye, c'est de notre faute, etc. Vous voyez, ils endoctrinent les gens. Le modèle social, effectivement, est détruit parce que si vous n'avez plus assez de richesse pour le financer, au bout d'un moment, eh ben, il faut qu'il se réduise. Et ça devient une vraie problématique. Sans compter qu'il ne faut pas l'oublier, on partage notre modèle social avec 400 000 nouveaux venus par an. Et il y a un moment donné, c'est compliqué de le faire. La destruction des services publics, bien, je sais qu'il y a des enseignants, des policiers et d'autres gens de la fonction publique. Vous le connaissez. Alors ça peut être par exemple Gaz de France qui a été détruit parce que en fait c'est Engie qui l'a racheté, on a privatisé, c'est plus cher. Ça peut être EDF et la SNCF, on nous avait promis des billets de train pas chers avec la SNCF. Maintenant, je veux dire, vous voulez faire un aller-retour à Paris, c'est 250 € quoi, si vous n'avez pas de chance. Donc extrêmement cher, ça a plus que doublé. EDF, le prix a doublé de la même manière. Et puis sur la santé publique, la police, c'est détruit d'une autre manière. C'est détruit par la New Management Theory, c'est-à-dire qu'on fait de la comptabilité. On va faire de la tarification à l'acte pour l'hôpital pour le transformer en centre de profit. Pour les policiers, on va leur dire qu'on va faire de la police par les chiffres. C'est Sarkozy qui l'a mis en œuvre. Et donc, derrière, on gère par les chiffres de tout en haut. Et en fait, on tire sur les gens jusqu'au moment où les gens n'en peuvent plus, tant les policiers qui démissionnent, tant les infirmiers et les soignants qui démissionnent, parce qu'on leur a trop demandé, leur a demandé de tenir un système qui était à bout. Et la fin du processus européen, c'est tout simplement appauvrir tous les Français, sauf les très très riches qui continuent pour l'instant à s'enrichir. Et si vous regardez le paysage de la France et de l'Europe en général, en fait, ce sont des pays où il y a de moins en moins d'industrie, des pays avec beaucoup de touristes, des pays avec beaucoup de petits boulots et des pays avec peu de services publics. Et quand vous regardez la carte postale, ah bah tiens, c'est amusant, enfin c'est pas amusant du tout, ça ressemble à un pays du tiers-monde. C'est la destination vers laquelle nous emmènent ces gens-là. Alors, deuxième point, je serai plus court, c'est l'écologie. On a une écologie qui est complètement folle. C'est-à-dire qu'on a une écologie punitive, très clairement, alors qu'on pourrait avoir une écologie constructive. Et moi, je ne me paye pas de mots quand je dis ça. C'est-à-dire quand je parle d'écologie constructive, vous savez qu'en France, on a fait le plan Messmer sur le nucléaire. Ça, c'était de l'écologie constructive, sans le vouloir d'ailleurs, au nom des économies d'énergie et de l'indépendance par rapport au pétrole. C'est-à-dire que Pierre Messmer, un gaulliste, décide, qui était au gouvernement de Giscard d'Estaing, décide dans les années 70, au milieu des années 70, de faire un grand plan pour passer de l'électricité au fioul et au charbon à de l'électricité nucléaire sur place, pour des questions d'indépendance nationale. En 20 ans, on construit à cette centrale pour se passer quasiment complètement du fioul et du charbon et se retrouver une électricité faite avec des salaires bien payés, des salaires payés en France, plus d'importation de pétrole pour se faire et une énergie sans CO2. Voilà, ça c'est de l'écologie constructive. Vous mettez à la disposition et vous faites travailler la nation pour obtenir en fait des prix équivalents à des produits écologiques par rapport à des produits qui ne le sont absolument pas. Ce n'est pas possible partout, mais dans plein de secteurs, c'est une possibilité. Et c'est une écologie punitive qui est voulue. Finalement, vous le sentez bien, cette petite musique, c'est une écologie d'appauvrissement assumé des citoyens, mais bon, c'est pour sauver la nature, donc c'est pour le bien. Vous voyez, c'est ça la petite musique qu'il nous donne. Et c'est idiot en plus, parce que c'est vraiment un raisonnement de technocrate. C'est-à-dire que l'écologie, elle peut se faire que dans des pays riches. Si vous voulez que les gens consomment de l'agriculture bio, j'ai rien contre le reste, mais on sait très bien, l'idéal, ça serait d'avoir une agriculture totalement bio. Après, ça ne va pas être simple aujourd'hui, on a tout détruit, donc il faudra du temps. Mais l'idéal serait ça. Eh bien, vous n'allez pas demander à des gens qui ont des salaires à peine au SMIC d'acheter de l'agriculture bio, d'acheter bio. Ce n'est pas possible. Alors qu'en Suisse, avec les salaires à la Suisse, là, vous pourriez vous permettre et faire des choses
assez extraordinaire au niveau de l'agriculture biologique. Évidemment que l'écologie, c'est passer de la quantité vers la qualité, c'est-à-dire au lieu d'acheter des produits chinois à 2 euros qu'on va jeter dans un an, acheter des produits faits en France selon des normes particulières qui vont peut-être coûter 8 euros, mais qui dureront 15 ans. Moi, je l'ai observé, je pense que vous l'avez observé, parce qu'on a tous un retour vers la qualité, que vous achetez des coupes-ongles à 4 euros, etc., vous les jetez au bout d'un an, vous en achetez un à 15 euros et vous le gardez pendant 20 ans. Et donc là, vous faites de l'écologie, puisque ça dure, vous ne produisez pas d'énergie, et en fait, vous êtes gagnant. Et vous pouvez faire cette stratégie. Alors, je n'ai pas fait une conférence avec beaucoup de solutions pour une fois, mais d'habitude, je le fais. Mais par exemple, si vous voulez le problème des lave-linges, des lave-vaisselle, des frigos qui ne durent pas longtemps, qui durent 7 ans, alors qu'avant, ils duraient 15 ans, il suffit, mais une simple loi, où vous imposez aux industriels de marquer en dessous du prix la durée de vie estimée du produit par norme française les testera, et vous verrez que les gens, ils n'achèteront pas des frigos qui durent 3 ans, mais le frigo qui dure 12 ans. Parce que là, ils sauront, ils pourront décider. Et immédiatement, les fabricants même feront durer leurs produits 15 ou 20 ans. Et là, vous faites de l'écologie. Et de l'écologie constructive où tout le monde gagne. Sur l'agriculture, c'est l'inverse de l'écologie qu'ils font, puisque, vous le savez bien, puisqu'ils détruisent la moitié des fermes tous les 25 ans, à force de tirer les prix vers le bas. En fait, on a des fermes de plus en plus grandes. 0,7 km², c'est la ferme moyenne en France. Et ces 0,7 km², vous ne pouvez pas faire de l'écologie quand vous avez des champs de plus en plus grands. Évidemment qu'il faut beaucoup plus de gens dans l'agriculture et beaucoup plus d'agriculteurs au lieu de fermes géantes avec peu d'agriculteurs. Donc même sur ce point de vue-là, ça ne va pas. Sur l'énergie, leur idée, c'est une énergie chère à travers la taxe carbone, l'électricité privatisée et plein de choses. Les gens consommeront moins, donc c'est écologique. C'est vraiment une vision de l'appauvrissement. Et c'est une vision totalement débile, puisqu'on sait qu'ils ont choisi les énergies renouvelables pour se passer des fossiles. Manque de bol, les énergies renouvelables ne marchent que quand il y a du soleil et du vent. Et donc la moitié du temps, il faut produire avec du charbon ou du gaz. Voilà, donc ça donne le niveau intellectuel des gens qui nous dirigent. Voilà, alors qu'on pourrait très bien faire, parlons de ce qu'on pourrait faire. C'est ce que j'explique dans ce bouquin et beaucoup d'autres choses. On pourrait faire un plan Mesmer 2 sur le nucléaire, déjà réparer toutes les centrales à une vitesse très raisonnable pour qu'elles soient plus disponibles, mais surtout doubler le parc nucléaire à 25 ans, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier dans le plan. Ça nous donne une électricité pas chère, ça nous donne une électricité sans CO2, et avec cette électricité, on peut faire de l'hydrogène dans des électrolyseurs. À partir d'électricité, on fait de l'hydrogène qui est l'essence de demain. Donc vous avez tout le modèle énergétique pour plus dépendre de l'étranger, de pétrole qui risque d'être en rupture d'approvisionnement à un moment donné, pas en rupture d'approvisionnement, mais à un prix tel, parce que vous voyez bien que le pétrole fait que monter depuis 30 ans. Et c'est un effet rareté. On pourra en parler si vous voulez, mais il y a un effet rareté dedans du pétrole conventionnel. Il n'y a plus que du pétrole cher qui sort. Et donc tout ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a les trains hydrogène. Moi, je veux dire, je serais ministre de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Toutes les locomotives diesel des TER, je dirais, maintenant, on va faire un grand plan avec la SNCF, on travaille avec Alstom, qui fait un train à hydrogène. Et on met l'infrastructure à hydrogène, les trains à hydrogène, et on remplace tous les trains à diesel par des trains à hydrogène. Donc, c'est tout intérêt. Vous faites travailler des gens en France, vous faites en sorte que Alstom, qui est leader en France, puisse se développer et qu'on ait le premier réseau hydrogène qui soit un exemple vivant pour exporter dans le monde entier. Et donc, vous développez toutes vos structures. Et puis, vous avez l'avion hydrogène qui va en bénéficier aussi, puisqu'en 10 ans, Airbus et le GIFAS disent qu'on est capable de faire l'avion hydrogène en 10 ans. Donc, au lieu de dire aux gens, on va interdire l'avion définitivement, ou 4 avions par an comme Jean Covici, pourquoi pas faire l'avion hydrogène en France? C'est quand même pas inintéressant. De façon, donc, il produit à partir d'énergie nucléaire et d'électricité nucléaire au départ. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien le mettre en France. Et je vois très très mal nos voisins européens, une fois qu'on aura mis les infrastructures et un petit avion à 320 hydrogène qui fonctionne en France, nos voisins européens disent non, on ne va pas l'acheter. Parce qu'attendez, ils serinent tous leurs citoyens pour dire qu'il faut l'avion. Et même si on est sorti de l'Union européenne, ils nous serinent pour un avion propre. Si vous l'avez, personne ne pourra vous le refuser. Et c'est fondamental pour préparer Airbus et que Airbus ne se fasse pas dépasser par les Chinois. Voilà, la voiture électrique, la voiture hydrogène, tout ça peut être développé. Donc ça, c'est un vaste sujet. Donc on a une écologie positive dans laquelle on se reconnaîtrait, alors que cette écologie-là, c'est une écologie punitive et qui est une écologie qui est en plus faite pour prendre le contrôle sur nos vies, d'une certaine manière. On voit bien qu'il y a cette volonté-là. Donc, sur l'écologie, c'est aussi un peu le désastre, malheureusement. Et puis, n'oublions pas que l'Union européenne, c'est une idéologie immigrationniste. Donc, tous ceux qui veulent se battre pour arrêter les flux d'immigration,
Alors que l'Union européenne, en fait, c'est quoi? L'Union européenne, c'est de dire que tous les Européens sont interchangeables, français, allemands, on pense tous pareil, on peut tous être gouvernés de la même manière, tous les hommes sont interchangeables, et finalement, toutes les déclarations de l'UE, c'est pour dire qu'il faut toujours plus de flux d'immigration. Là, récemment, j'en prends une, d'une débilité quand même assez remarquable, l'Union européenne mourra de faim si elle arrête l'immigration. Voilà ce que nous a dit une commissaire de l'Union européenne récemment. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on n'a pas le choix, sinon on meurt de faim. Donc, et pourquoi? Parce que donc ça, c'est leur idéologie, mais en plus, derrière, le droit européen étant systématiquement, ce que disait Fabrice Bonin, le droit européen est énorme, notamment en matière d'immigration. C'est le regroupement familial, c'est décidé par l'Union européenne. Vous ne pouvez pas l'arrêter sans en sortir. C'est aussi la politique des visas pour faire venir les gens, c'est la politique d'accueil des étudiants, des saisonniers. C'est le retour des clandestins, des OQTF, qui est impossible par la directive retour de l'Union européenne. C'est Schengen, enfin, et là tout est dit. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont arrêter les flux d'immigration sans avoir de frontières. Voilà. Franchement, je ne vois pas comment vous faites, parce que si vous n'avez pas de frontières, les gens ils rentrent comme ils veulent. Et c'est ce qui est le cas, c'est Schengen. Vous n'avez pas le droit de contrôler qui que ce soit, c'est interdit, quelle que soit la nationalité de la personne. Et Schengen, ça fait partie des traités européens en plus. Voilà, donc impossible de gérer l'immigration dans l'Union européenne, qui est de façon fondamentalement immigrationniste. Et là, on parle quand même d'une chose fondamentale, puisqu'on parle de l'insécurité culturelle, de la France va-t-elle rester la France, se perpétuer, c'est une des choses qui est quand même le plus dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. Mais l'Union européenne, quatrième point, elle est aussi pro-wokisme, c'est-à-dire qu'elle défend le LGBTQI et l'islamisation. Parce que c'est quoi le wokisme? C'est de défendre coûte que coûte les minorités, quitte à tirer des chèques en blanc sur la collectivité, le collectif. Donc on s'en fout du collectif et du français moyen. On va juste se battre pour quelques petites minorités. En fait, l'Union européenne, elle soutient les organisations LGBTQ, les organisations qui normalisent le transgenre, comme Transgender Europe. J'ai fait une recherche de 2 minutes, j'ai vu qu'ils les soutenaient. Je le savais et j'ai trouvé les sources de financement. Elle établit des directives sur ces sujets, et si un pays ne la suit pas, attention, si le pays ne suit pas les règles LGBTQ, il est puni. La Hongrie a refusé de suivre les règles de l'Union européenne sur ce sujet. Il y a une loi qui est passée qui contient une disposition, alors je vous lis, qui interdit ou restreint les représentations de l'homosexualité et du changement de genre dans les médias et programmes éducatifs pour les moins de 18 ans. Ça paraît être une mesure de bon sens. La Commission européenne a dit eh ben non, ce projet de loi va à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Voilà. Et dès lors, la Commission est en train d'attaquer la Hongrie auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, qui peut imposer à la Hongrie de revenir sur ses lois nationales. Normalement, elle le fait, quoi, très clairement. Alors même que les Hongrois ont voté à 90% pour un référendum sur ces sujets-là. Donc l'Union européenne s'en fout des peuples, mais ça, on le sait. Mais elle soutient aussi des organisations et des associations islamistes, mais de la pire espèce. Par exemple, l'organisation FEMISO, proche des frères islamistes, parmi les gens les plus dangereux, eh bien, qui font la promotion du djihad. L'Union européenne finance ces gens-là pour plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui leur permet d'agir et de démultiplier leur action. Ils ont même fait un clip vidéo avec le Conseil de l'Europe, Union européenne, Conseil de l'Europe, pour la FEMISO, pour célébrer la liberté dans le hijab. Voilà. Les femmes apprécieront, je crois, la liberté dans le hijab. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'Union européenne dilue ainsi notre identité, nos racines chrétiennes. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que quand j'écrivais ce truc-là, je me disais, non, racines chrétiennes, je vais l'écrire. Bah oui, quand même, on peut assumer qu'on a des racines chrétiennes. Qu'on soit chrétien ou pas, on a tous intégré dans notre logiciel, en fait, finalement, 2000 ans de christianisme sur cette terre et la terre de nos voisins aussi. Mais elle fait aussi disparaître l'identité française. Et vous le voyez bien quand vous entendez Macron ou Valérie ailleurs vous dire « moi, je parle en européen ». Ah oui, donc en fait, tu ne parles pas en français. C'est ça que tu dis implicitement. Et moi, j'entends des candidats qui pourtant sont théoriquement des candidats patriotes qui disent « nous, Européens » dans les discours, et pas « nous, Français ». Donc vous voyez, ça, et ça, c'est en train de remplacer l'identité française par une forme d'identité européenne ou américano-européenne. Il faut bien voir que la bureaucratie européenne est à fond derrière ça, puisque récemment, il y a eu une résolution au Parlement européen sur la conscience historique européenne, voilà, qui veut faire passer l'histoire européenne et supranationale au-dessus de l'histoire française, pour que nos gamins oublient d'où ils viennent, quelles sont leurs racines, et qu'en fait, ils sont français, non, ils vont réécrire l'histoire. C'est là où on peut appeler ça l'URSS, quand même, hein, ça ressemble à quelque chose, une idéologie complètement folle.
Et puis, rappelons que défendre l'identité et les souverainetés, c'est les deux faces de la même médaille. Si vous voulez défendre qui vous êtes, il faut avoir le pouvoir de la loi avec vous. Tous les pouvoirs et toute la souveraineté, c'est fondamental. De la même manière, ça ne sert à rien pour moi d'être souverain, d'avoir un État français souverain, et ça ne veut rien dire si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'avez pas d'identité. Donc c'est les deux faces de la même médaille. Il faut arrêter de se battre sur « moi je suis identitaire, moi je suis souverainiste ». En fait, fondamentalement, on défend les deux choses. Après, ça dépend ce que veut dire le terme identité. Parce que chez certains identitaires, c'est une espèce d'identité blanche de culture américaine. Vous voyez, il y en a certains, c'est un petit peu ça. Mais en tout cas, ce sont les deux faces et c'est fondamental. L'Union européenne donc, nous pose un problème d'identitaire, mais plus loin, là, je vais évoquer le problème civilisationnel. Même si je pense que la civilisation européenne, c'est un concept intéressant, je ne suis pas sûr que ce soit un concept opératif dans le champ politique. Mais soit, relevons le défi. En fait, il y a un bouquin qui est très intéressant dessus et que M. Éric Zemmour aurait dû lire. Il s'appelle « Le secret de l'Occident » par David Cossandet. Et c'est un bouquin qui étudie toutes les grandes civilisations, enfin, au moins 4 grandes civilisations, civilisation européenne, musulmane, arabo-musulmane, indienne et chinoise. Et que remarque-t-il et que voit-il? Il voit que ces civilisations sont fortes quand elles sont portées par plusieurs pays, quand elles sont divisées en plusieurs pays. La Chine était très puissante pendant les empires combattants, donc avant Jésus-Christ, entre moins 500 et 0 avant Jésus-Christ, de tête, parce qu'il y avait plusieurs royaumes chinois différents. Et c'est le moment où les Chinois inventent tout au niveau technique et sont en avance sur le reste du monde. La civilisation arabo-musulmane, elle est forte entre 800 et 1100, quand il y a 3 parties. Il y a une partie en Andalousie de l'Empire, une autre partie, je crois que c'est en Égypte, et une autre partie qui se trouve au Moyen-Orient. Et en fait, c'est à ce moment-là où, parce qu'il y a une compétition, en fait, il y a une compétition, et l'aiguillon de la compétition qui fait que les empereurs ne peuvent pas se reposer sur leur laurier et sont obligés de se battre pays contre pays. Se battent pas forcément par la guerre, mais par aussi, par exemple, la technique ou le rayonnement scientifique. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe et la thèse, et qui est quand même très très bonne, qui se démontre dans toutes les civilisations qu'il étudie à travers l'histoire, c'est qu'en fait, l'Europe, par exemple, sur l'université, pourquoi elle a été en avance sur le plan, à partir du Moyen-Âge, sur le plan scientifique, universitaire, scientifique, puis technique, et donc ce qui a donné la puissance, c'est le fait que les Italiens ont inventé l'université de Bologne au XIe siècle. Puis derrière, les Français se sont dit, les rois français, les provinces allemandes se sont dit, ben, en fait, ça participe beaucoup à leur rayonnement. C'est une très bonne idée. Donc, on va créer la Sorbonne. La Sorbonne a été créée par imitation. Et ensuite, il y a une autre université par imitation qui a été créée en Allemagne pour contrebalancer la Sorbonne et Bologne. Et Cambridge et Oxford, ça dérive aussi d'une imitation pour aller contre la Sorbonne et Bologne. Donc, il y a un esprit de compétition quand il y a plusieurs pays. Ce qui étouffe la civilisation européenne, finalement. Et d'ailleurs, depuis que la civilisation européenne est sous l'égide de l'Union européenne, elle n'a jamais autant étouffé. Donc, si on pense que la civilisation européenne est fondamentale, ce qui est pas faux, eh bien, il faut se battre pour sortir de l'Union européenne. Sachant que si la France en sort, à partir de ce moment-là, les autres en sortiront. La diversité des nations, c'est un des piliers de notre civilisation. Alors, 6e point, c'est que l'Union européenne, c'est un empire, et en plus un empire vassal d'un autre empire. Donc c'est un truc quand même un peu compliqué. C'est un empire qui s'étend sans cesse géographiquement, mais aussi en termes de pouvoir, qui prend de plus en plus de pouvoir. Là, récemment, ils veulent s'étendre donc à la Moldavie, à l'Ukraine. Là, la Géorgie, ça leur plairait bien, et même l'Arménie, c'est une possibilité. On ne sait plus où on va s'arrêter. Et en fait, regardons les origines de l'Union européenne pour ça. En fait, il y a un très bon bouquin de Philippe de Villiers qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », avec plein de choses sourcées. Enfin, tout est sourcé avec des archives d'époque, et qui vous montre, mais d'autres bouquins le montrent aussi, c'est partout, c'est que les origines de l'Union européenne, c'est le Comité américain pour l'Europe unie. C'est-à-dire que c'est un système américain, l'AQE, ça s'appelle en anglais, qui est, mais là je vous dis, c'est sourcé, j'ai pas de problème, hein, je peux le dire sur une chaîne de télé et je me ferai pas ridiculiser. C'est les deux patrons, le patron et le futur patron de la CIA qui ont été à la manœuvre chez l'AQE. Donc William J. Donovan et Alan Dulles, l'ancien patron de l'OSS, futur CIA, et le futur patron de la CIA. Et en fait, ils financent pour 40 millions de dollars, ces gens-là, dans les années 50, le mouvement européen, qui est un grand mouvement politique européen, avec Schuman, Monnet, tous les pères fondateurs de l'Europe. 40 millions de dollars. Vous pouvez en faire des choses avec 40 millions de dollars. Et d'ailleurs, ils ont fait d'énormes choses. Ils ont fait l'ACK,
Voilà. Ils ont fait ensuite, ils ont aussi incité et donné des idées pour le traité de Rome. Et ces gens-là, dans les archives, on voit qu'ils remercient l'AQE, donc le comité américain pour une Europe unie, en disant « Sans vous, nous n'aurons jamais pu réaliser tout ce que nous avons fait ». Voilà. Et donc, c'est de l'argent de la CIA, c'est aussi de l'argent aussi sourcé de la fondation Rockefeller et Ford, donc des grands multimilliardaires, donc le fric américain et la CIA. Et donc, évidemment que l'Union européenne, c'est un glacis européen maîtrisé par les États-Unis et d'inspiration quand même américaine. Bien sûr, il y a de l'inspiration européenne, mais qui est manipulée. C'est des idiots utiles des États-Unis. De Gaulle l'avait bien compris. De Gaulle disait de toute manière, si on a même à 6 pays, je veux dire, si c'est supranational, c'est-à-dire si c'est pas tous les États qui doivent décider à l'unanimité, si c'est un vote à majorité qualifiée, il y aura un coordinateur. Et le coordinateur, c'est naturellement les États-Unis, bien évidemment, qui vient derrière. Et c'était De Gaulle qui l'expliquait avant même que ça se passe. Alors, le problème, donc, c'est que le rideau de fer, il est tombé à l'est, mais pas à l'ouest, très clairement. Et c'est que, en fait, on se retrouve dans une Union européenne qui nous place entre les mains d'une Amérique qui est aujourd'hui malade, on le sait. Je veux dire, c'est une Amérique qui est capable, un empire qui est tellement dur qu'il est prêt à dézinguer ses vassaux, puisque nous sommes les vassaux maintenant des États-Unis, d'une certaine manière, en faisant sauter les gazoducs, quoi, Nord Stream. Et ça, tout le monde le sait, que c'est eux qui l'ont fait sauter. C'est un empire qui se décompose de l'intérieur. En fait, on le voit. Il faut quand même voir les 500 000 morts par les opioïdes et les fentanyls. Ça veut dire que l'oligarchie américaine, Big Pharma, en accord avec les agences de régulation, sont capables, pour faire du fric, d'aller tuer des centaines de milliers d'Américains. Il faut voir quand même le cynisme que ça impose. Je veux dire, le problème de drogue et d'insécurité dans les cités démocrates, à San Francisco et en Californie et ailleurs aux États-Unis, est catastrophique. C'est-à-dire que les gens partent de San Francisco en masse maintenant, parce que San Francisco et le reste deviennent invivables. Il y a aussi, c'est quand même un empire où il y a une guerre juridique. Normalement, il y a deux personnes, Biden contre Trump, c'est ça l'élection, et le clan Biden essaye par 8 procès simultanés de virer en fait Trump de l'élection pour pouvoir espérer la gagner. Donc on est dans un empire qui va mal et qui est extrêmement dangereux. Et puis on a dans un empire américain qui est dans le piège de Thucydide, puisque l'empire américain, finalement, on a un empire américain qui est en train de descendre en termes de puissance et un empire chinois qui monte. Ce qu'on appelle le piège de Thucydide, qui avait écrit cette histoire, qui avait démontré ce problématique, qu'à ce moment-là, les risques de guerre sont les plus importants. Soit par l'ancien empire qui descend, qui va essayer de se défendre militairement pour préserver sa prééminence, soit l'inverse. Donc on a des risques de guerre. La guerre n'est pas certaine, mais des guerres mondiales qui sont loin d'être nulles. Et il vaudrait mieux qu'on soit alliés, mais pas vassaux des Américains, qui sont dans une politique gaulliste, qui nous permettent de décider de notre avenir et pas de se mettre dans toutes les guerres des Américains, et surtout pas dans une guerre contre la Chine, qui serait proprement suicidaire. Le problème, c'est que l'Union européenne est en train de prendre la main sur la diplomatie. Il y a quand même un chef de la diplomatie européenne qui s'appelle Joseph Borrell et qui prend la main. Et ça, c'est une très mauvaise chose pour nous au moment où on a ce risque de guerre. Et n'oublions pas qu'une élite qui échoue comme elle échoue aujourd'hui, elle a envie de faire la guerre. C'est une manière d'effacer toutes les traces qu'elle a laissées de toutes les erreurs passées. Le Covid et tout ce que vous voulez derrière. Parce que, sixièmement, c'est le sixième point, c'est le problème démocratique. Charles de Gaulle disait « La démocratie, pour moi, se confond exactement avec la souveraineté nationale ». Grosso modo, c'est la même chose. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté nationale. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. On élit des présidents qui n'ont plus de pouvoir, ou de moins en moins. On élit un Parlement qui n'a plus de pouvoir. Donc la démocratie n'a plus que l'apparence d'une réalité, mais elle est vidée de l'intérieur. Et l'Union européenne ne peut pas être démocratique, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Et franchement, tous ceux qui voyagent à l'étranger voient bien qu'on n'a rien à voir avec les Lettons. Je veux dire, avec les Polonais, c'est des gens sympathiques, mais on a une culture extrêmement différente. Et donc, on ne peut pas faire peuple et on ne peut pas avoir une démocratie européenne sans peuple européen. Sans compter que la Commission européenne est non élue, irresponsable, et que c'est très très loin et que c'est l'exécutif européen. Mais là, ça nous amène à un problème supplémentaire, parce que cette absence de démocratie et cette élite qui échoue nous amène à la médiocratie, à la censure et au totalitarisme, très clairement. Les risques qu'on voit en ce moment, parce que ce qui est clair, et moi c'est ce que j'ai vu dans mon expérience politique, c'est que la classe politique, en fait maintenant qu'on a au pouvoir, ce sont des perroquets qui répètent les bonnes paroles de l'Union européenne avec quelques variantes. Ils n'ont plus besoin de réfléchir à un plan, à ce qu'on va faire de la France, ce qu'on va faire en termes écologiques, en termes économiques. Il suffit de répéter ce que dit l'Union européenne, et si vous ne le répétez pas, vous êtes anti-européen, donc mis de côté. Et donc ça a créé des perroquets, et des gens incompétents qui savent faire de la com, qui sont très brillants en com, hein.
mais qui sont par contre nullissimes pour gouverner l'État. D'ailleurs, ils n'arrivent même plus à gérer les simples missions régaliennes de sécurité, ce qui nous inquiète tous et qui est un problème majeur qui est entre chacun d'entre nous. Mais le problème, c'est que comme ils sont nuls et qu'ils le savent et qu'ils sont incompétents et traîtres, eh bien, ils veulent se protéger évidemment par la censure. L'Union européenne en premier, le Digital Service Act pour imposer aux plateformes de virer les postes qui la gêneraient, qui seraient trop méchants, d'internautes, par exemple, sur l'Union européenne, eh bien, c'est une volonté de censure. Et puis, il y a ce bizarre fumet d'interdiction de réunions politiques. Alors moi, je ne suis pas un fan de Mélenchon, mais le fait qu'on veuille interdire les réunions politiques de Mélenchon, c'est quand même embêtant. Surtout qu'en même temps, on fait celle de Zemmour. Donc il faut surtout applaudir à aucune. Et il faut dire que tout le monde a le droit de parler, parce que la liberté d'expression, elle est fondamentale. Et la liberté d'expression, je vous rappelle, c'est quand même l'article 11 qui est complètement oublié. C'est l'article 1 aux États-Unis, l'article 11 en France, qui dit la libre expression des pensées et des opinions. En fait, c'est un des droits les plus précieux de l'homme. Ça, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est encore dans le bloc de Constitution et qui est complètement écrasé. Donc, moi, je pense même, et on le voit, que c'est ce que dit Ariane Biran, on va de plus en plus vers un totalitarisme, et ça s'exprime par une chose simple. Est-ce qu'on a encore le droit de penser, d'avoir une opinion sur certains sujets? Est-ce qu'on a le droit de parler du climat et de dire, moi je ne parle pas pour moi, mais de dire peut-être que ce n'est pas tout à fait juste que 2023 était une année de sécheresse. Peut-être qu'il ne fait pas si chaud que ça cette année. Peut-être qu'on peut remettre en cause le dogme absolu d'un réchauffement hyper rapide on va tous mourir. Vous ne pouvez plus rien remettre en cause sur le Covid, vous ne pouvez plus rien mettre en cause sur l'Union européenne. Donc de plus en plus de sujets sont interdits, et ça, c'est un totalitarisme en germe très clairement qui est là. Alors, 7e problème, et on va bientôt en avoir fini, c'est le problème démographique. Parce qu'en fait, la démographie, c'est essentiel, très oublié par les économistes, complètement en tort d'ailleurs, et par la classe politique, c'est avoir assez d'enfants, ça permet que le pays se perpétue. Or, aujourd'hui, les problèmes économiques sont tels pour la jeunesse, le fait que les salaires sont insuffisants, qu'ils doivent se loger très loin, donc beaucoup de temps de trajet. Et encore, il faut trouver un logement, parce qu'avec 400 000 flux de migrants par an, je ne suis pas du tout zémourien, mais il faut bien voir que ça a un impact quand il y a 400 000 personnes qui rentrent, il faut les loger. Donc si vos gamins n'arrivent pas à se loger, est-ce que c'est la peine de faire venir des gens qu'on ne pourra pas loger, ou ça n'a pas de sens? Il y a cette ambiance générale de fin de civilisation, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc côté gauche, c'est le côté on va tous mourir avec l'écologie, hein, et puis côté droit, c'est, à mon avis, un peu plus concret, en tout cas, ce n'est pas des projections, c'est la réalité, c'est l'insécurité, où on voit de façon terrifiante des gamins mourir à la sortie de l'école ou tomber dans le coma, quoi, je veux dire. Et ça, très clairement, cette ambiance de fin de civilisation donne envie aux gens de ne plus faire d'enfants, très clairement. Et c'est pas que dans l'Union européenne, soyons honnêtes, mais l'Union européenne est en tête. Je vous donne les taux de fécondité dans l'Union européenne. En France, c'est 1,68, on était à 2, on était le seul pays qui tenait, et pas à cause seulement du tout de l'immigration. Ça, c'est faux, on pourra en parler. En Allemagne, c'est 1,4, en Pologne, c'est 1,3, en Italie, 1,24, et en Espagne, 1,17. Donc ça devient vraiment très, très important. Royaume-Uni et États-Unis, ça plonge de la même manière, mais c'est vrai que ça tenait avec la France et ça plonge à 1,6 de fécondité. En Chine, on est à 1 enfant par femme, ce qui aura des impacts fondamentaux sur l'avenir du monde, puisque ça veut dire qu'entre un tiers et la moitié de la population active chinoise va disparaître dans les 25 ans. Donc il ne faudra pas compter sur les Chinois pour produire les biens pour l'humanité entière. Ils vont manquer de main-d'œuvre pour eux aussi. Et on arrive à des extrêmes dans la Corée. La Corée du Sud, c'est le blog Le Bon Dosage, excellent blog économique, qui le marquait le meilleur élève du néolibéralisme occidental, la Corée du Sud, qui réussit le mieux. Et bien en fait, finalement, est le pays qui est en train de mourir. C'est-à-dire que c'est un pays qui a 0,68 enfants par femme. Donc on se projette un peu en avant. 7 grands-parents, vous arrivez à un petit enfant. Donc là, la civilisation ne peut pas tenir, le pays ne peut pas tenir, la structure se dissout. Donc on voit qu'on a des problèmes majeurs, à part l'Afrique, en fait, où les courbes plongent. Même au Maghreb, on est à 2,5 enfants par femme. À part l'Afrique, partout ça plonge. C'est un problème mondial. Bon, je n'ai pas toutes les réponses au sujet, mais on imagine certaines problématiques. Et donc, on a un problème démographique et c'est fondamental de renverser la vapeur. Donc on voit tous ces problèmes de l'Union européenne, alors que les solutions, on en parlera ensemble dans les questions, si vous le voulez.
sont assez simples pour nous en sortir, finalement, une fois qu'on a les manettes. Ce qui est dur, c'est d'avoir le pouvoir. Alors, la sortie, on m'a demandé de parler de la sortie de l'euro. Est-ce que c'est un problème? Bon, alors, première question, regardons dans l'histoire. Sur le dernier siècle, il y a 69 unions monétaires qui ont disparu, qui ont été, voilà, comme l'euro, qui ont disparu et qui ont été éclatées. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut repérer de cela? Que les sorties se font rapidement et sans difficulté, et plus vous sortez tôt, plus vous vous en sortez bien. Voilà. Donc les pays qui sortent les premiers des unions monétaires, ça se passe bien. Si vous voulez rester jusqu'à la fin du désastre, parce que toutes les unions monétaires sont des désastres, et en fait, quand on est économiste, on comprend pourquoi, eh bien, il vaut mieux sortir avant. Si vous restez, vous êtes vraiment dans le désastre. Je vous donne un exemple d'union monétaire qui s'est, et puis vraiment très très serré, hein. C'est la Tchécoslovaquie en 1992. Je suis sûr que personne dans cette salle, ou très peu, savent que la Tchécoslovaquie, alors elle s'est scindée en deux, mais elle a scindé en deux sa monnaie. On ne s'est pas posé la question. Il n'y a même pas eu de gros titres de journaux tellement c'était simple. Ils ont scindé la dette publique en deux et la monnaie en deux parties. En 2 semaines, ça s'est fait. Václav Havel avait dit à Marine Le Pen, c'est d'une simplicité biblique de changer de monnaie. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que la sortie de l'euro, elle va se faire concrètement comment? Première chose, évidemment, on ne va pas refaire l'erreur. 1 euro égale 6,56 francs. On va faire 1 euro égale 1 franc pour que les gens ne perdent pas leur repère monétaire. Parce que c'est facile après, derrière, pour les petits malins de faire de l'inflation. Donc, personne ne perd les repères monétaires. 1 euro est échangé sur une base de 1 franc. On prépare les textes de loi pendant 2 semaines pour changer la monnaie, ce qui n'a rien de compliqué. Et puis, on ferme les banques un week-end, en prévenant ou sans prévenir. Hein, tout ça est possible. Et en fait, bien, tous les comptes, on va demander aux banquiers de changer le sigle E sur votre compte en banque par un sigle F. Et donc, si vous aviez 5 000 euros d'épargne sur votre compte en banque, vous aurez 5 000 francs. Si vous aviez 200 000 euros de crédit immobilier, vous aurez 200 000 francs de crédit immobilier. Ça se fait de façon naturelle, de cette manière-là, et personne ne peut contester cette façon-là. Si vous aviez 2 000 euros de salaire, vous aurez 2 000 francs de salaire. Vous aviez 500 euros de loyer, 500 francs. Il n'y a rien qui bouge. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Donc rien change dans la vie quotidienne, sauf le don de la monnaie. Alors évidemment, pour les billets, on va s'arranger comme on l'a fait pour l'ancien franc, c'est-à-dire qu'au début, on acceptera les billets en euros, et puis ensuite, quand les euros remonteront aux banques, les banques les tamponneront avec des billets, avec République française, franc français. Et puis, pendant ce temps-là, on imprimera les billets, donc pendant la période de transition. Pour la France, qu'est-ce que ça changera? Pas grand-chose non plus, puisque la richesse de la France, ça sera la même le lendemain, ça sera 2600 milliards de francs de PIB au lieu de 2600 milliards d'euros. La dette de la France, elle ne bougera pas, comme au match aller. 3 000 milliards de dettes, malheureusement, elle ne bougera pas. Ça sera toujours 3 000 milliards, mais de francs de dettes. Et donc tout ça, rien ne change. Et toutes les dettes suivent, et l'épargne aussi, l'inverse de la dette, les prêts, suivent. En fait, la nouvelle monnaie, c'est ce qu'on appelle la lex monetae. Ça s'applique tout le temps pour toutes les dettes quand elles sont en droit du pays, ce qui est le cas de toutes nos dettes. Donc il n'y a aucun sujet, mais par contre, c'est très très avantageux parce que ce que va changer un pays qui a une monnaie, il est plus sous tutelle, donc il est libre. Ça veut dire qu'on est dans la liberté. Je veux dire, un pays c'est comme une personne qui n'a pas de portefeuille, qui est sous tutelle, quoi. D'ailleurs, c'est le cas. Le compte bancaire est géré par quelqu'un. Vous comprenez que quand c'est quelqu'un d'autre qui gère votre compte en banque, vous n'êtes pas du tout libre et que vous devez demander pour chaque dépense. C'est aussi la possibilité d'éviter la faillite. Il faut renverser l'argument. Si on reste dans l'Union européenne, on va faire faillite. D'ailleurs, regardez les déficits. Et c'est vrai en France, mais tous les déficits des pays européens sont mauvais, à quelques exceptions près, dans tous les grands pays. Et donc, on se retrouve, c'est la faillite, c'est en restant dans l'Union européenne. Et puis, ça offre l'autre avantage très important, c'est-à-dire pour reproduire en France, c'est la possibilité de dévaluer si on en a besoin pour accroître notre production. Donc, en augmentant les prix un peu sur l'importation pour favoriser la production locale ou en exportant plus. C'est la possibilité de financer des grands projets comme le plan Messmer sur le nucléaire. Ça avait coûté 200 milliards d'euros. Vous voyez, le plan Messmer sur le nucléaire, de 200 milliards d'euros d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment, franchement, ils avaient eu le courage de le faire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut bien y réfléchir à tête froide. Mais financer des plans comme ça, la Banque de France pourra aider. Et puis l'autre avantage, c'est la fin de la dépendance forte de la France au marché financier. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et aux banques, vous le sentez, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette dépendance à la finance. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un système complètement fou où l'État français en prête aux banques et les banques, l'argent, elles ne l'ont pas en banque. Hein. Elles vont l'emprunter à la Banque de France, très généralement. Donc en fait, les banques, elles se font de l'argent et de la marge en empruntant à une structure publique pour reprêter une structure publique. En Italie, c'est comme ça qu'ils ont sauvé toutes les banques de la faillite
très bien, mais enfin, ils leur ont fait un cadeau aux actionnaires fondamentaux. Les banques ont prêté des centaines de milliards d'euros avec 4% de marge d'intérêt en 2015-2016. Donc elles étaient toutes à poil. L'État aurait dû les nationaliser et les reprivatiser plus tard, comme on a fait pour le Crédit Lyonnais. Là, l'État a sponsorisé les actionnaires des banques qui avaient fait n'importe quoi. Donc, si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est que l'État français, il ne va pas faire n'importe quoi et emprunter à la Banque de France tout le temps. Mais l'État français, s'il y a un financier qui l'embête, il peut dire bah, vous êtes gentil, mais en fait, on va aller voir la Banque de France, parce que là, vous vous moquez un peu de nous. Et donc, plutôt que d'emprunter à 4% auprès de vous, on pourra emprunter à 3% à la Banque de France. Ah, tout de suite, les financiers vont dire ah non, on veut prêter à l'État français à 3. Donc, vous voyez, vous récupérez une structure de pouvoir, quoi, de toute manière. De toute manière, les banques, elles ont un pouvoir qui est tellement immense, qui est de créer de la monnaie de nulle part et un rôle tellement fondamental que l'État doit être là, pas pour dire à quel client est prête, mais où est-ce qu'elles mettent l'argent? Est-ce qu'elles mettent l'argent dans la spéculation sur les marchés financiers et les hedge funds, en asséchant les entreprises, ou l'inverse? Bien sûr que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut prêter aux PME et imposer qu'elles prêtent aux PME et assécher l'argent qui va chez les hedge funds, qui ne sert absolument à rien dans les marchés financiers. Donc, aucun sujet et que des avantages de sortie de l'euro, et ça se fait de façon très rapide et avec des risques, moi je ne les vois pas, très très limités, et que des avantages. Huitièmement, on m'a demandé aussi de parler du Brexit. Alors, je vais vous en parler très rapidement. Est-ce que c'est un échec ou une réussite? Alors, je vais être honnête avec vous, parce que je pense qu'il vaut mieux dire la vérité, surtout qu'elle n'est pas mauvaise, en fait, la vérité. Ce n'est pas du tout une catastrophe, le Brexit, comme l'avaient prévu les médias, évidemment, dans une opération peur supplémentaire, comme ils aiment si bien faire. En fait, ce qui se passe, c'est que le Premier ministre Rishi Sunak, c'est un milliardaire conservateur de la City, très clairement, donc de la haute finance. Et c'est un mondialiste. Donc, il fait une politique mondialiste, avec beaucoup de flux d'immigration, et une politique économique qui est exactement la même que celle de l'Union européenne ou de celle de l'Angleterre habituelle. Donc évidemment, les résultats ne sont pas bons. En fait, pour l'immigration importante, ils auraient pu, puisqu'ils ont le droit de le faire maintenant, arrêter le regroupement familial. Ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient arrêter la venue de centaines de milliers d'étudiants étrangers, parce que, mais même en France, moi je veux bien qu'on paye des études aux étudiants étrangers, mais d'abord enseignons aux étudiants français. Un peu de mesure, quoi, disons. Un peu de mesure. Parce que les étudiants étrangers, souvent ensuite, ils restent pour travailler. Alors, est-ce que c'est une bonne chose toujours? C'est pas évident. Hein. Permis de travail aussi à la Suisse, ils auraient pu mettre en place. Non, ils n'ont rien fait. Sortis de la CEDH pour pouvoir envoyer les immigrés illégaux, ils l'ont même pas fait. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont des énormes menteurs, mais des gros manipulateurs. Ils disent ah bah oui, on va envoyer les gens au Rwanda, ils font une bataille juridique. Ils disent ah pas de chance, en fait, il fallait sortir de la CEDH pour le faire. Ah oui, tout le monde le savait. Vous voyez, on a des gens qui sont vraiment des manipulateurs. Mais il faut bien comprendre que les résultats, ils sont ni moins bons ni meilleurs qu'ailleurs. En fait, il n'y a pas d'amélioration en Angleterre plus qu'en France ou qu'en Allemagne, c'est pareil. Voilà, ou qu'en Allemagne, c'est grosso modo comme l'Occident en général, moyen. Ils n'ont rien fait, en fait, de leur liberté de gouverner qu'ils ont obtenue en ayant le Brexit. Donc, ils n'ont pas de résultats, ni catastrophe, ni rien de particulier. Mais ils vont le sentir passer aux élections, puisqu'aux élections qui vont avoir lieu en fin d'année, en fait, les conservateurs sont prévus à 21%, ils s'effondrent. Le parti travailliste à 42%, les socialistes, et le parti qui est la suite du Brexit Party, qui s'appelle Reform UK, est à 13%. Et il pourrait passer devant les conservateurs. Eux, ils souhaitent faire une politique à la Trump. C'est pas, bon, c'est des Anglais, hein. Ça ne nous conviendrait pas pour nous, mais en tout cas, on voit que les conservateurs sont sanctionnés parce qu'ils n'ont tenu aucune des promesses. Ils n'ont pas voulu les tenir. Parce que, en fait, la conclusion de ça, c'est que les Anglais, ils ont eu la chance d'avoir une élite patriote, un establishment de patriotes. On ne peut pas appeler ça une élite. Establishment de patriotes, une partie de l'establishment qui est patriote, qui les a sortis de l'Union européenne. Par contre, le problème, c'est qu'ils ont gouverné comme un establishment mondialiste. Et c'est tout le problème. Donc, pour sortir de nos problèmes, il faut à la fois sortir de l'Union européenne, mais sortir de l'establishment en même temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre le pouvoir par un nouveau parti et pas par l'establishment qui fera forcément la même politique parce qu'ils sont sur la même philosophie politique. Donc, en conclusion de tout ça, on est à un moment où un système, un empire, Union européenne qui échoue, c'est toujours un moment très dangereux dans l'histoire. Parce que ce système va essayer de s'en sortir par tous les biais possibles, par toutes les techniques habituelles, clivage de la population, on l'a vu, le chaos, le totalitarisme ou la guerre. C'est comme ça que les systèmes s'en sortent. Essayent de s'en sortir, les gens du système, pour garder leurs privilèges, essayent de s'en sortir à la fin.
On voit bien que l'Europe, c'est la paix, c'est transformé en l'Union européenne, c'est la guerre. Ça, c'est un argument fort à dire aux électeurs. Parce que c'était l'argument qui répétait, l'Europe, c'est la paix. Là, c'est la guerre aujourd'hui, l'Europe, très clairement. Et les années d'effondrement sont très pénibles. Ça, c'est un autre argument important. C'est-à-dire qu'il vaut mieux sortir avant que le toit de l'Union européenne nous tombe sur la tête. On voit bien que les mesures sont de plus en plus folles. Et c'est le moment de sortir, avant que le désastre arrive, très clairement. Il faut sortir avant l'effondrement de l'Union européenne, parce que des gens nous disent bon, bah, ça va s'effondrer tout seul. Premièrement, ce n'est pas certain du tout. Ça peut ne pas s'effondrer et devenir un système totalitaire. Et en plus, si ça s'effondre sur nos têtes, ça ne sera pas une bonne chose. Donc le Frexit, c'est absolument nécessaire pour redresser le pays. Et redresser le pays, ça nécessite donc de sortir de l'UE pour avoir tout simplement la liberté de gouverner et de prendre toutes les bonnes mesures pour le peuple français. Aujourd'hui, on ne peut pas. Redresser le pays, ça nécessite d'appliquer une politique gaulliste au pouvoir. Donc ça veut dire défendre toujours l'indépendance nationale, envers et contre tout, défendre l'intérêt de la France et de ses citoyens en premier. C'est le rôle d'un gouvernement et d'une nation. Rétablir la sécurité parce que seul l'ordre permet le progrès. Et là, on a un problème de sécurité qui va devenir majeur. Et puis, comme tous les hommes et tous les pays du monde, la France et les Français ont le droit de défendre leur identité, c'est-à-dire ce qui fait leur singularité. Cette identité, elle est belle, elle n'a rien de moche, surtout l'identité française, et ils ont le droit, comme tous les peuples du monde, de le faire. Et c'est par la diversité des pays que le monde est beau. C'est pas si tout est uniformisé par la mondialisation, par l'immigrationnisme qui fait partie du système mondialiste, qu'on va avoir un monde à la fois qui soit beau et qui soit résilient. Et c'est ainsi que la France pourra s'exprimer de nouveau, pourra exprimer sa voix singulière dans le concert des nations. C'est ainsi qu'elle redeviendra une puissance respectée qui protège la paix et la liberté, très clairement. Et ça, c'est l'ADN de la France. L'Union européenne, c'est au contraire l'empire qui nous prive, qui prive le pays de la liberté, et nous-mêmes par la même occasion. Le Frexit, c'est la liberté pour la France, mais aussi la liberté pour chacun d'entre nous. Et les Français peuvent le faire, et ils vont le faire à un moment donné. Parce que, bien sûr, le système fait tout pour nous décourager. Il est fort, il est puissant. Mais ils ne pourront rien contre le peuple français une fois que le peuple français sera uni. Je vous remercie.